Ne perdons pas de temps et commençons ce 4e numéro. Les deux garçons partirent tôt le lendemain matin et arrivèrent à Flueux dans l'après-midi. Tout en suivant le chemin de terre, des maisons apparurent çà et là. Ils continuèrent encore un peu, puis Traîna s'arrêta devant la première bâtisse qui était collée à la route. Un vieil homme les observait de la fenêtre. Traîna descendit du chariot et fit signe à Wickhald de l'accompagner. Ils pénétrèrent dans la maison où un comptoir leur faisait face. Le vieil homme s'était rassis dans un fauteuil, les mains jointes et appuyées sur le pommeau d'une épée qui faisait office de canne. L'homme les regardait, nonchalant et suspicieux. Que venez-vous faire à Fluo, cité des dieux? Malgré le manque de souplesse de l'homme, Traîna resta souriant et le salua. Nous souhaitons vendre nos fioles et marchandises à vos médecins. Attendez-moi ici. Grommela l'homme. Il se leva, posa l'épée dans le fauteuil et quitta la pièce en boitant. Traîna attendit que l'homme soit assez loin pour prévenir Wickhald. Je préfère te prévenir, mais nous allons attendre un long moment. C'est son petit plaisir malsain. Au bout d'une heure, Wickhald et Traîna virent des habitants ainsi que le vieux boiteux aigri s'avancer en direction de leur chariot. Les médecins étaient une dizaine et étaient reconnaissables grâce à leurs longues tuniques blanches avec leurs manches et leurs cols de couleur azur. Ils portaient un tablier de la même couleur, attaché à la taille et descendant jusqu'aux genoux. Quand ils eurent examiné le chariot, ils pénétrèrent à leur tour dans la pièce où les attendaient les deux garçons. Malgré leur tenue impeccable, lorsque le groupe se retrouva devant les deux jeunes hommes, quelques pâles taches rouges étaient visibles sur leur tunique. L'un d'eux prit la parole. « Commerçants, soyez les bienvenus. Nous n'avons pas beaucoup de temps à vous accorder, mais nous vous remercions de votre visite. » Traîna le salua ainsi que ses confrères et présenta ses marchandises. Après de rapides négociations et une multitude d'échanges de liquidités contre des flacons et des flasques, les médecins quittèrent les deux garçons avec une grande diversité de plantes et de lotions. « Maintenant, déguerpissez de ces terres saintes, infidèles. » grogna le vieil homme, toujours présent et assis dans son fauteuil. Ils rangèrent leurs marchandises dans le chariot en toute hâte et quittèrent les lieux en direction de Parcia. Wickhald était resté tellement stupéfait de la scène qu'il avait vécue à Flueux qu'il resta silencieux jusqu'au soir. Au bout de quelques heures, Traîna trouva un nouveau refuge. Devant le silence de son ami, le jeune commerçant prit la parole. Ne t'inquiète pas, depuis que j'ai commencé le commerce, c'est la seule ville qui est aussi... Il réfléchit quelques instants, puis reprit avec un énorme sourire. atypique. J'ai eu la même réaction que toi lors de ma première visite, quand j'ai été émancipé. Le commerçant avec qui j'étais m'a expliqué que Flou avait été créé par des fanatiques. Ils pensent que le fait de prier les dieux continuellement leur permettra d'accéder à la vie éternelle. D'après des rumeurs, ils poussent de nombreuses plantes hallucinogènes dont les hauts religieux font usage afin de communiquer avec nos dieux. Pour moi, ils restent des illuminés. Dit-il ironique. Ils vivent complètement coupés des autres villages? Demanda Wickhald. Pas totalement. Mais il est vrai qu'ils sont presque autonomes. Lorsqu'ils ont besoin de ressources ou de marchandises, ils offrent les services de leurs médecins. D'après des rumeurs toujours, chaque famille confie son aîné aux religieux et aux médecins afin qu'ils reçoivent l'éducation et le savoir pour devenir guérisseurs. Si l'enfant ne satisfait pas ses pères, il serait alors puni de mort. Ces hommes sont très puissants, et lors de leurs déplacements, ils essaient constamment de trouver de nouveaux fidèles. Sont-ils si doués que cela? Eh bien oui, il paraît en tout cas. Des rumeurs disent qu'ils pratiquent des expériences sur des esclaves ou des fidèles volontaires. Ils ne partagent pas leurs connaissances, mais d'après d'autres guérisseurs, ce sont les meilleurs. Ils discutèrent ainsi jusqu'au coucher de Lumine. Cette deuxième nuit fut plutôt agitée. Des bêtes gémissaient et grattaient autour de la bâtisse. Wickhald était terrifié par ce qu'il entendait et ne réussit pas à fermer l'œil de la nuit. Le lendemain, Traîna prépara le chariot et ils repartirent en direction de Parcia. Wickhald demeura silencieux et, pour oublier ses peurs, il dormit une partie du trajet.
Vous l'avez attendu, voici ce 5e épisode. Parthia était considérée comme une cité-mère, autant par sa grandeur que par sa puissance. Sa position géographique, entre deux grandes chaînes de montagnes, lui avait permis de devenir une plaque tournante commerciale pour l'ensemble des villages se trouvant au sud et au nord du continent. La promesse d'une vie riche et paisible avait entraîné l'exode de nombreuses familles vers cette cité. Cette croissance avait été si soudaine que le travail était venu à manquer, laissant place à la pauvreté dans certains quartiers de la ville. Il en était résulté de nombreux vols et des hommes s'étaient faits mercenaires pour survivre. La grandeur de la ville avait aussi entraîné une nomination de plusieurs dirigeants afin de répondre aux nombreux problèmes, chacun administrant une partie de la cité. Afin de se protéger des prédateurs, de hautes fortifications avaient été construites, mais restaient néanmoins cachées sous les pouces des dieux. Pour maintenir l'ordre dans Parthia et défendre ses murs, 3 garnisons étaient continuellement présentes à l'intérieur de l'enceinte de la ville. De nuit comme de jour, sur les 300 gardes présents, plus d'une centaine d'entre eux surveillaient et protégeaient la cité. L'entraînement des jeunes recrues avait lieu au sein d'une caserne fortifiée, construite au bord d'une montagne à moins d'1 jour de marche de Parthia. La plupart des dirigeants souhaitaient la rapprocher de la cité-mère en cas de catastrophe, mais le budget d'une telle construction était trop important. Les garnisons en présence logeaient dans 3 modestes casernes dispersées dans la ville. Elles étaient relayées chaque mois par de nouvelles unités, venant du fort, au pied de la montagne. Cette armée était constituée de soldats expérimentés, et de nombreux villages envoyaient leurs chasseurs ou gardes se former entre ces murs. Scianto était natif de la cité-mère et s'était engagé. Il espérait ainsi quitter la misère comme la plupart des jeunes recrues. En effet, la solde d'un garde était assez élevée et lui permettait d'aider sa famille. Il partit donc pendant une année entière se former dans la caserne principale au pied de la montagne. L'entraînement était soutenu et la dangerosité des exercices fit perdre la vie à plusieurs de ses camarades. Quant à lui, sa dextérité et son sang-froid lui permirent de terminer dans les 5 premiers de sa promotion. Sur les 50 recrues initiales, 10 périrent et la moitié des diplômés retrouvèrent leur village natal. Le reste des gardes nouvellement formés fut détaché et envoyé dans différentes garnisons. Au terme de sa première année, Scianto fut promu chef de groupe. Il eut 4 jeunes soldats sous son commandement et fut affecté à l'une des garnisons qui protégeait Parthia dans une caserne située au centre de la ville. Chaque matin, il se rendait devant sa caserne afin de récupérer le planning des tâches quotidiennes à remplir. Ce rituel était obligatoire pour tous les chefs de groupe. Ils se mettaient en ligne devant leur chef de garnison qui donnait les missions de chacun. La plupart des ordres consistaient à faire des patrouilles dans les rues ou à surveiller les remparts. Puis, après avoir reçu leur affectation, chacun rentrait dans sa caserne afin de former son groupe. Scianto récupéra ses tâches et rentra, puis se dirigea vers son étage. Le dortoir comptait une 50aine de couches alignées sur 5 rangs. Devant chaque lit se trouvait une mallette en bois avec les effets personnels de chaque soldat. Le premier rang de couchage contre le mur du fond était réservé aux chefs d'équipe. En plus de la mallette, ils avaient une petite armoire. Les 4 lits dans la colonne du chef étaient attribués à son groupe. L'armurerie se situait à la gauche du dortoir. Un soldat armé se tenait devant et en protégeait l'accès. La plupart des chefs d'équipe entrèrent dans la salle de vie qui se trouvait sur la droite en récupérant au passage leurs hommes qui étaient déjà prêts. Scianto, quant à lui, observait ces jeunes recrues s'activer à faire leur lit. Comme à l'accoutumée, ils étaient en retard. Il grimaça en voyant le plus jeune, Rémi, encore en sous-vêtements. Il prit une longue inspiration, puis cria assez fort afin que tous l'entendent. « Je vous laisse 5 minutes pour vous équiper et ranger vos couches. » À vos ordres, chef. Répondirent les 4 gardes en chœur.
Après avoir rassemblé ses hommes et poussé quelques jurons contre le retard ou la tenue trop aléatoire de l'un ou l'autre de ses soldats, ils partirent maintenir l'ordre dans les ruelles de la cité. Comme d'habitude, Scianto dut réprimander quelques ivrognes qui troublaient l'ordre public. Ils furent également interpellés par des habitants pour plusieurs vols, mais sans parvenir à retrouver les fautifs. Ils dispersèrent les fidèles d'une secte à la recherche de nouveaux adhérents. Toutes ces missions, très disparates et variées, étaient habituelles pour le jeune chef. L'alourdissement des impôts avait renforcé la pauvreté existante, et les dirigeants avaient concentré la misère dans différents quartiers, généralement accolés aux murs de l'enceinte. Les gardes connaissaient bien ces lieux de perdition et évitaient de les traverser, se préservant des injures et des projectiles. Le soir, après avoir effectué leurs différentes patrouilles, le groupe aimait se détendre autour d'une chope de bière dans l'une des auberges locales. Scianto appréciait ces moments qui le consolaient dans sa solitude. Dans ce lieu convivial, les rires et les chants fusaient, mais ce soir-là, le jeune homme fut le premier à le quitter. La tête lui tournait. Il longea les ruelles avec difficulté avant de trouver sa caserne et de s'écrouler sur son lit. Le lendemain matin, Scianto se réveilla nauséeux et migraineux. Néanmoins, il arriva à l'heure pour recevoir ses ordres. Puis il retourna à l'intérieur et fut sidéré de surprendre ses compagnons toujours endormis. Debout, fainéant. Vous avez 15 minutes pour vous préparer et me retrouver dehors. À vous ordres, chef. Répondirent-ils d'une voix gémissante en sortant difficilement de leur lit. La journée risque d'être longue. Pensa-t-il. Il sortit et réfléchit aux moyens de soigner ses maux. À quelques rues de la caserne se trouvait une place réputée pour la diversité de ses boutiques. Les marchands ambulants venaient louer des étals afin de vendre leurs produits. Il prit cette direction d'un pas assuré. Son corps avançait, mais son esprit restait embrumé. Le changement de sol surprit le garçon, des pavés remplaçant ici la terre battue habituelle. Il reprit ses esprits et utilisa toute son énergie disponible afin de se concentrer, avant de déboucher sur la place. La ruelle était si large que 2 rangées d'étals se faisaient face dans une symétrie parfaite. La plupart des commerçants terminaient d'exposer leurs marchandises. Malgré la longueur de la rue et le grand nombre d'étalages, très peu d'entre eux étaient inutilisés. L'agitation des vendeurs s'installant et le claquement des roues des chariots des quelques retardataires réveillaient lentement la ville endormie. Les rayons de lumine réchauffaient doucement la cité en se faufilant par-dessus les fortifications. Les maisons donnant sur la rue étaient plutôt luxueuses. Les propriétaires étaient pour la plupart de riches marchands ou des intellectuels reconnus. Scianto sillonnait les étals quand il trouva 2 jeunes garçons en plein déballage de leurs produits. C'était Wicol et Trena, qui étaient arrivés peu avant. En voyant les fioles et en respirant l'odeur de certains parfums, le garde espérait trouver son affaire. Il les salua poliment. « Bonjour, jeune marchand. J'aimerais vous acheter un remède contre les soirées un peu trop festives. Je dois rester toute la journée en haut de ces murs et je ne pense pas que mon corps tiendra le coup. » Bonjour, soldat. J'ai peut-être quelque chose qui vous satisfera. Wicol, peux-tu m'amener les fioles médicinales ? Le garçon s'exécuta et chercha dans le chariot. Il sortit une caisse en bois contenant de nombreux flacons aux couleurs et aux senteurs variées. Il donna la caisse à Trena, satisfait. Merci, Wicol. Peux-tu continuer à décharger pendant que je fais affaire avec notre ami ? Il se tourna vers le garde et lui proposa 2 fioles. Wicol entreposait les marchandises sur l'étalage qu'avait loué Trena pour les 3 prochains jours. Il gardait un œil sur son ami qui vantait la qualité de ses remèdes d'une voix mielleuse et cela l'amusait beaucoup. Buvez celle-ci maintenant, et gardez l'autre pour l'après-midi. Vous vous sentirez ressourcé. Ma parole de marchand. Affirma Trena au garde. Scianto acheta les 2 fioles et but l'une d'entre elles. Puis il retourna devant les portes de sa caserne. En l'entendant, ses compagnons sortirent en toute hâte. Le plus jeune avait son armure mal attachée et l'une des épaulières de métal tomba dans un bruit sourd devant les portes de la caserne. Scianto soupira en pensant. Qu'est-ce que j'ai bien pu faire aux dieux pour que nos chemins se croisent ? Après plusieurs minutes de reproches et de remise en ordre, le groupe partit enfin en direction des murs de la ville. Maintenant, le 6e épisode du monde de Rishta.
Pendant ce temps, Wickold et Trena avaient terminé l'installation de leur stand. La ruelle se réveillait aux cris des commerçants vantant la qualité de leurs produits aux passants qui ne manquaient pas de chercher les bonnes affaires à faire. Trena fit de même. Wickold, en novice, s'assit sur le chariot et l'observa. Il était impressionné par l'énergie et l'assurance de son ami. Le jeune commerçant amadouait les femmes avec des parfums de bonne facture et faisait goûter aux hommes des herbes et lotions revigorantes pour le corps. Wickold, assis sur le chariot, l'aidait lorsque c'était nécessaire, mais il n'avait pas son talent. Vers midi, la faim tourmenta l'estomac des deux garçons, mais la foule ne diminuait pas. Trena se tourna vers son ami et lui donna quelques trillions en lui murmurant à l'oreille, fatigué. Prends cet argent et va nous acheter de quoi manger. Si je ne mange pas dans l'heure, je risque de massacrer les clientes trop exigeantes. Le commentaire ironique du commerçant fit rire Wickold qui se dépêcha de parcourir les étals. Il rentra avec 2 pains blancs, des légumes épicés à l'apparence de tomates ainsi qu'une pomme qu'il partagerait. Malgré la faim, le jeune exposant continua de présenter les merveilles de Salvor jusqu'en début d'après-midi. La foule commença enfin à se parsemer en milieu d'après-midi, offrant une pause bienvenue à Trena. Wickold, lui, ne l'avait pas attendu. Tu as bien fait de manger. Il m'arrive de sauter des repas tellement les clients abondent. Demain, si tu le souhaites, tu pourras faire le tour de la ville. Proposa le commerçant en mangeant. J'aimerais beaucoup. Le calme dura environ 30 minutes, avant qu'un flot d'habitants ne vienne à nouveau se ruer autour des étals. Il fallut attendre le soir pour retrouver un peu de calme et voir les ruelles se vider de leur population. Les 2 garçons rangèrent les produits restants. La moitié du chariot avait été vendue depuis le début du voyage. Le commerçant était épuisé, mais satisfait. Encore 2 jours comme celui-ci, et nous rentrerons plus tôt que prévu. Les villages dans lesquels nous devions passer après Parcia ne t'attendent-ils pas? S'inquiéta Wickold. Non, les chefs de village savent que je passe 1 à 2 fois par mois. Je les rencontrerai lors de mon prochain voyage. Ils prirent une chambre dans une auberge. Le lieu était assez simple. Le parquet grinçait timidement à chaque pas et les chandelles éparpillées dans toute la salle illuminaient les murs de pierre. Un escalier en bois menait à l'étage, donnant sur les portes des chambres. En bas se trouvaient de grandes tables rondes qu'occupaient des habitués ou des voyageurs contant leurs aventures. L'aubergiste ne manquait pas de travail. Derrière son comptoir, il remplissait pinte après pinte, que la serveuse s'empressait de récupérer afin de les apporter aux clients. Malgré sa silhouette fine, elle avait peu d'espace pour circuler dans l'auberge. L'atmosphère chaleureuse et les chants rendaient l'auberge amicale et festive. Ils soupèrent et profitèrent de l'ambiance pour fredonner quelques refrains familiers. Puis, la fatigue s'installant, ils montèrent dans leur chambre. Trena ne pouvait payer qu'une chambre, mais la taille imposante du lit permettait aux 2 garçons d'y dormir sans être à l'étroit. Le lendemain matin, ils mirent de nouveau leur stand en place. Lorsqu'ils eurent terminé, le commerçant donna quelques trillions à Wickold afin qu'il puisse s'acheter un souvenir. Les pièces étaient des pierres précieuses communes, taillées par les joailliers de la région. Elles avaient la forme d'un triangle dont les bordures avaient été arrondies, et les maîtres d'œuvre laissaient leur signature au centre du trillion. Wickold quitta son ami et profita de l'absence de trop grande foule pour découvrir les autres étalages. Tous ses sens étaient en éveil, tellement les stands étaient riches de marchandises odorantes, colorées ou insolites. L'apostrophe des vendeurs depuis leur stand amenant toujours plus de passants dans la ruelle, Wickold se sentit bientôt à l'étroit et préféra aller visiter le reste de la ville. Il était impressionné par la hauteur des habitations et des fortifications. En effet, certaines tours atteignaient la cime des plus grands arbres, tout en restant abritées. Les autres rues étaient tout aussi vivantes que la zone commerciale. Ici, des artistes et des musiciens présentaient leurs œuvres en échange de quelques pièces, tandis que là, des conteurs amusaient les plus jeunes ou apportaient des nouvelles des villes voisines aux habitants. Les parents partaient travailler, laissant leurs enfants aux bons soins des professeurs. Il acheta un repas en vue du déjeuner, puis retourna auprès de Trena et lui fit part de son émerveillement. Le commerçant réussit à trouver un créneau de libre pour écouter attentivement son commis, tout en dégustant le menu du jour. Il était ravi de voir son ami apprécier le voyage et aussi réceptif au divertissement qu'offrait la cité-mère. Lorsque le garçon eut terminé son récit, Trena lui demanda Tu ne m'as toujours pas dit, qu'as-tu acheté avec l'argent que je t'ai donné?
Rien pour l'instant. répondit timidement Wickold. Il y a bien quelque chose qui te ferait plaisir. J'aimerais offrir un présent à Ténélope et je pensais à un livre. Mais la ville est tellement grande que je ne sais pas où l'acheter. Traîna rit à gorge déployée, ce qui vexa un peu Wickold, comprenant qu'il se moquait de lui. Il lui fallut quelques minutes pour se ressaisir. Il se retourna alors et lui montra une boutique à seulement quelques mètres d'eux. « Tu aurais dû me le dire, je t'aurais évité bien des tracas. » Répondit Traîna tout en reprenant son sérieux. Cette boutique est la meilleure que je connaisse. J'ai déjà fait affaire plusieurs fois avec la vieille dame qui la tient. C'est un beau cadeau que tu souhaites lui faire, mais avec ce que je t'ai donné, tu n'auras rien. Donne-moi ta main. Traîna donna d'autres pièces au jeune homme qui les rangea dans sa bourse, la faisant doubler de volume. Il le remercia chaleureusement et partit dans la direction indiquée.